De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio et sur 01nettv.com et sur YouTube, la chaîne YouTube de 01net TV pour la version vidéo de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech en ce 26 septembre 2019. Je suis ravi de vous retrouver. Au menu de ce de quoi je me mêle, tout à l'heure, Victor Jakimovic, dont c'est le grand retour, sera avec nous avec une sélection de montres connectées pour cette rentrée, des Garmin, des Fitbit, mais aussi des Withings qui ont de plus en plus de fonctions santé très intéressantes. On verra ça tout à l'heure avec Victor. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez la rejoindre et partager tous les sujets high-tech que l'on évoque chaque week-end. Et puis bien sûr, le hashtag DQJM, même sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence ce de quoi je me mêle par le club de la presse IT. À ma droite, Christopher Siminelli. Bonjour Christopher. Bonjour François, bonjour à tous. Le directeur de la rédaction de 01net.com qui est là pour commenter l'actu high-tech de cette semaine. Et en renfort, c'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Emmanuel Paquette qui est journaliste à l'Express et qui a pas mal de sujets à commenter cette semaine. On va parler d'Amazon, on va parler de Free aussi. Mais pour débuter, c'est une petite révolution pour tous ceux qui prennent, les millions de franciliens qui prennent les transports chaque jour. Vous en avez marre de votre passe Navigo ou alors de votre ticket papier. Eh bien, tout ça est en train d'évoluer lentement, Christopher, mais on se rapproche de la dématérialisation en fait du ticket. Alors c'est marrant que tu parles de révolution. Je pense que nous, Parisiens, qui sommes toujours censés être à la pointe, on va passer pour des gros ringards auprès de certains habitants de villes, d'autres villes en France qui ont mis ça en place depuis quelques années déjà. Mais en tout cas, c'est enfin possible. Il est enfin possible d'utiliser son smartphone pour valider son entrée dans le réseau de la RATP, donc soit les bus ou les métros. D'accord. Alors comment ça marche ? Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit mais c'est génial, ça démarre quand ? Ça démarre le 30 septembre, mais attention, il faut remplir certaines conditions. La première, c'est d'avoir un téléphone Samsung. Bon, ça tombe bien, c'est un fabricant qui distribue beaucoup de smartphones en France. Mais l'autre condition, c'est d'être abonné chez Orange, parce que seules les cartes SIM Orange sont compatibles avec le protocole Calypso, qui a été mis en place par la RATP en 93, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ce protocole n'est pas compatible avec les cartes SIM des autres opérateurs, ni même avec les systèmes sans contact des autres fabricants de smartphones. Pour la petite histoire, donc évidemment les possesseurs d'Apple, d'iPhone ne pourront pas utiliser leur titre de transport dématérialisé. Et Anne Hidalgo, lors de la conférence de presse, a invité fermement Apple à revoir sa position, à rendre ses iPhones compatibles avec Calypso, sous peine de voir les utilisateurs d'iPhone passer sous Android. Je pense qu'Apple est en train de trembler présentement. Oui, alors justement, ça arrive quand chez Apple ? Alors, on ne sait pas. On n'a pas de nouvelles de l'arrivée de ce système chez Apple. On peut quand même aussi rappeler quelques autres contraintes. On peut en dématérialiser, on pourra acheter des tickets à l'unité, en carnet de 10, à la semaine ou au mois. Donc le pass annuel n'est pas éligible à cette offre-là. Et les titres de transport sont liés au smartphone. Si vous perdez votre smartphone, vous perdez votre titre de transport. Voilà, il n'y a pas de... D'accord. Le cloud n'est pas encore arrivé à Paris, apparemment. Très bien. Alors, petite précision par rapport à ce que tu disais. D'après ce que j'ai compris, en fait, parce que évidemment c'est très compliqué. Vous savez que quand c'est français, ça devient très compliqué. Techniquement, c'est toujours un peu notre spécificité. Pour préciser ce que tu as dit, en fait, si on est abonné Orange ou Soch, ça marche sur à peu près n'importe quel smartphone Android. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, même si ce n'est pas un Samsung. En revanche, c'est pas deux conditions. Si vous avez un Samsung, ça marche, même si vous n'êtes pas abonné Orange. Voilà, c'est ça. Vous prenez toutes ces infos-là, vous les mélangez. Oui, je l'ai mal exprimé, t'as raison. Ce qui ouvre quand même plus de Voilà, de c'est ça. Donc, mais alors, où là, ça devient un peu plus subtil, c'est que il y a des smartphones Android avec lesquels ça ne va pas marcher parce qu'ils ont une enclave numérique, enfin un système qui n'est pas assez protégé. Donc autant vous dire que c'est la pagaille. Notamment. Voilà. En revanche, n'essayez pas de faire marcher votre smartphone si vous pensez que ça marche aux heures de grande affluence. Moi, j'ai essayé, ça ne marchait pas et je me suis fait crier par tout le monde parce que derrière, il y avait une queue monstrueuse. Classique. Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de cette merveilleuse avancée technologique ? Effectivement, on en parle depuis, je pense, un peu plus de 10 ans, donc ça met quand même beaucoup de temps à arriver, en plus avec des limitations techniques dont on vient de parler, donc c'est quand même...
c'est quand même assez stupéfiant de voir que même au bout de 10 ans, il y a encore beaucoup de contraintes et il faut quasiment un bac plus 12 pour comprendre quand est-ce qu'on peut l'utiliser, avec quel type de terminal. Donc voilà, ça c'est un petit peu inquiétant. Et puis le deuxième élément, c'est que autant avec l'arrivée des passes Navigo classiques, il y avait eu des problèmes sur la gestion de la vie privée, notamment la CNIL s'était emparée de ce pass pour savoir en fait comment on était suivi à la trace. Autant là, quand on va directement sur le site du pass Navigo, on voit que c'est quasiment rentré dans les mœurs, c'est-à-dire que il est normal de donner au travers de ces systèmes, notamment dans le smartphone, le fait qu'on soit suivi à la trace un peu partout. Donc il n'y a pas de possibilité d'opt-out, c'est-à-dire d'anonymiser ces déplacements. Donc ça, pour moi, c'est aussi une régression, et de fait, ça suscite quasiment plus de débat dans la société, ce qui est aussi assez intriguant, je trouve, et stupéfiant. Mais voilà. Après, ces données, j'imagine qu'elles ne sont pas disponibles pour tout le monde, bien heureusement, mais on peut imaginer que, sous une injonction juridique ou quoi que ce soit, un juge peut, le juge peut demander le tracé de tel ou tel individu à tel jour. Il ne faut pas oublier que RATP est aussi l'une des plus grosses régies publicitaires de Paris. Donc, qui dit données de déplacement des Parisiens, c'est une mine d'or aussi pour les annonceurs de la régie RATP. Ouais. Très bien. Que penses-tu de l'absence, on va dire, impressionnante d'Apple dans tout ça? On voit que Valérie Pécresse, lors de sa conférence de presse, a un petit peu prié Apple. Anne Hidalgo tout à l'heure, mais c'était Valérie Pécresse. Oui, voilà, enfin que tout le monde est en train de dire, voilà, il manque Apple, etc., machin. Pourquoi Apple n'est pas présent? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est technologique? On sait que Apple, généralement, quand ils font un produit, c'est le même produit pour le monde entier. Ils font rarement de spécifications sur des pays, et encore plus sur des zones géographiques à l'intérieur de certains pays. Là, malgré tout, c'est l'Île-de-France, c'est plusieurs millions d'individus. Oui, mais c'est rien pour Apple, en fait. Oui. Au niveau mondial. Non, mais c'est vrai, c'est par rapport au marché chinois. En termes d'image, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, on verra si effectivement ils vont l'intégrer, mais je pense que la seule espèce de spécificité qu'ils avaient mis en place à un moment donné, c'était, tu sais, sur l'Europe, sur en fait l'écoute au casque, puisqu'on avait un degré de décibels qui était inférieur à ceux des États-Unis, et donc ils ont dû se conformer à des spécificités européennes. Mais encore une fois, c'était européenne, c'était pas un pays, et encore moins une région dans un pays. Donc voilà, donc c'est des grands groupes mondialisés, globalisés. Je pense que ce type d'élément de spécificité, même si c'est Paris et sa banlieue, c'est quelque chose qui est vraiment secondaire pour eux, pour pas dire plus. On peut juste mentionner un exemple à Londres qui est passé à la dématérialisation aussi depuis un petit moment, avec un système que je trouve moi personnellement plus intelligent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ticket de métro dématérialisé à proprement parler. Votre appli du métro londonien est liée à votre compte bancaire. À chaque fois que vous validez, vous passez un portique, vous êtes débité. Et il y a une gestion intelligente de ces passages, parce qu'au bout de 6 passages dans la journée, vous passez sur un forfait jour qui est plus intéressant pour vous. Donc c'est une approche qui est assez intéressante, voilà, et qui montre que c'est en place à Paris. Peut-être que ça viendra un jour. Non plus tout à fait une révolution. Peut-être que ça arrivera un jour chez nous. Un jour, dans 10 ans. Mais pour avoir posé la question à un haut VP chez Apple, il y a quelques mois de cela, il nous avait dit que c'était une situation qui les embêtait, en fait ils avaient des problèmes techniques de dialogue avec les bornes du Pass Navigo, mais qu'ils y travaillaient d'arrache-pied pour pouvoir proposer à leurs clients ce service très bientôt. Voilà. Mais après, vous savez, avec Apple, quand on leur pose des questions, tu le sais très bien, Emmanuel et Chris aussi, on n'a pas toujours les réponses. On enchaîne avec Xiaomi qui a bien surpris tout le monde, Christopher, avec un téléphone qui a été présenté en Chine. Alors donc, on ne sait même pas si ça sortira chez nous, mais un téléphone assez étonnant. Ouais, on en parle ici parce qu'il est juste assez impressionnant, ce téléphone. Rappelez-vous, Xiaomi, c'était le premier constructeur du marché à faire des smartphones avec vraiment sans bordure d'écran, avec l'écran qui prenait quasiment toute la surface des smartphones. C'est aujourd'hui devenu un peu la norme, mais il y a 3 ans, c'était assez exceptionnel. Donc là, ils vont encore plus loin avec un smartphone dont l'écran recouvre l'intégralité, fait tout le tour du smartphone. Donc, votre smartphone, c'est un écran double face sur les côtés, devant, derrière. C'est-à-dire que le dos est un écran. Le dos est un écran. Le devant, c'est un écran. La bordure sur le côté, c'est un écran. Exactement. Donc, c'est franchement assez impressionnant. Il y a une partie, une bande pour je pense, accueillir le contrôleur de l'écran OLED. C'est normal. L'appareil photo, évidemment. Mais c'est tout simplement impressionnant de voir un appareil comme ça. Après, il est assez gros. On a vu des images tournées en Chine. Alors,
on ne sait pas trop là sur les dimensions si c'était la main de la personne qui était petite ou si c'était le smartphone qui était immense. Mais en tout cas, il paraissait, les échelles étaient bizarres. Ouais, les échelles étaient bizarres. En tout cas, assez énorme ce smartphone. Oui. Écran OLED, impressionnant visuellement. Maintenant, je suis curieux de savoir à l'épreuve du quotidien ce que ça va donner. Parce que d'avoir un smartphone qui est entièrement constitué d'écran, ça peut donner lieu à des fausses manips. Alors même si Xiaomi a annoncé avoir prévu le coup en désactivant certaines zones de l'écran en fonction de la façon dont on le tient. Mais voilà, déjà qu'on voit aujourd'hui qu'il y a certaines difficultés d'utilisation avec des smartphones avec des bordures incurvées ou avec certaines fonctionnalités qui sont pas toujours accessibles. Voilà, donc il y a un gros effet waouh. Faut voir au quotidien ce que ça donne. Amazon, qui, bien pas plus tard qu'il y a quelques heures, a annoncé de nouveaux produits à Seattle. On va les découvrir. Alors, bon, il n'y a rien de révolutionnaire, mais Amazon met à jour un petit peu toute sa gamme d'enceintes connectées en reconnaissance vocale avec Alexa. Ouais, on sent que Amazon suit le mouvement de la montée en gamme de tous ces appareils audio connectés, de tous ces assistants. Donc, il y a un nouvel Amazon Echo avec un meilleur son. C'est la même architecture audio que l'Amazon Echo Plus pour ceux qui le connaissent. D'autres produits plus étonnants, là c'est nouveau, c'est un Amazon Echo Flex. Imaginez une prise électrique murale qui intègre un haut-parleur et l'assistant Alexa et une prise USB, donc vous pouvez recharger votre téléphone. L'idée c'est d'avoir Alexa dans toutes les pièces de la maison. Et il y a le système drop-in qui permet, si vous êtes dans la cuisine, de dire à table à tous les personnes de votre foyer dans toutes les pièces. Et donc c'est un système un peu de talkie-walkie, donc c'est marrant. Le nouvel Echo Dot. Bon, il faut avoir un grand appartement quand même. Ouais, c'est ça. Je une petite voix qui porte pas beaucoup. Ouais, c'est ça. J'imagine quand les enfants vont s'emparer de ce truc, l'enfer que ça va être un enfer dans la maison. Voilà. Nouvelle Echo Dot avec horloge très rapidement. Et la grosse nouveauté, c'est l'Echo Studio, une enceinte avec Alexa à 199 € qui intègre un DAC 24 bits, avec un son vraiment de haute résolution. Et là, l'idée, c'est d'aller concurrencer les Sonos, les HomePod, les Google Max aux États-Unis. C'est assez intéressant parce que parallèlement à la sortie de sa enceinte, Amazon a annoncé le lancement d'un service de streaming en très haute définition audio. Oui. Donc ça a du sens. C'est-à-dire que on lance Amazon Audio hyper qualité, on lance l'enceinte qui va avec. C'est pas mal. Et il y a aussi enfin un produit très étonnant qui ne sera pas en France, pas tout de suite, mais qui était présenté aux États-Unis, c'est l'Amazon Echo Ring, qui est en fait une bague noire qui... alors, on ne sait pas si c'est encore à l'état de concept, mais en tout cas, on ne l'a pas vu dans la communication officielle de la France, mais la presse américaine l'a vu. C'est une bague Alexa et qui vous permet de donner des commandes en chuchotant votre doigt. Et donc, c'est un peu un assistant Alexa qu'on aurait toujours sur soi. Donc, assez marrant. La bague est assez discrète, noire. Vous savez que Jeff Bezos va offrir ça à sa nouvelle fiancée ou pas? Ouais, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser, Alexa? Pardon, je sais pas comment tu t'appelles d'ailleurs. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles pas Alexa? Je te quitte. C'est ça. Après, quelques petites nouveautés sur Alexa aussi. Intéressant, on peut régler la vitesse de l'intonation de la voix. Sur les commandes, parfois sur les... D'accord. C'est vrai que tendance à parler trop vite ou pas assez vite au goût de certains, donc on pourra ajuster selon 7 niveaux de vitesse. Et on sait que Amazon a fait l'objet de beaucoup de critiques à ce sujet. Il est désormais possible de supprimer ces enregistrements vocaux, parce que vous savez que... oui, tout était gardé, tout était listé. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la puissance de tout ça, mais on a accès à un historique avec l'ensemble de ces enregistrements et de ces commandes. Là, on va pouvoir les supprimer manuellement et dans quelques mois, pouvoir les supprimer automatiquement au bout de certains jours. Emmanuel, commenter ces annonces? Il y a aussi les écouteurs sans fil. Donc là, Amazon essaie de concurrencer directement Apple avec un prix qui est beaucoup plus bas, parce qu'Apple, ils ont 53% de part de marché aujourd'hui sur les écouteurs sans fil, donc ils règnent quasiment en maître dans ce secteur-là. C'est devenu carrément un objet de mode, les AirPods. Tous les gamins aujourd'hui ont des AirPods. S'ils n'ont pas des AirPods, c'est et là, c'est moins cher en plus. Statutaire. Exactement, Amazon arrive en plus en cassant les prix, comme à son habitude, et en intégrant a priori Alexa, de ce que j'ai compris aussi dans ses écouteurs. Donc on voit qu'en fait, ce qu'essaye de faire Amazon, c'est encercler le consommateur avec plein d'appareils utilisant Alexa, à défaut d'avoir le smartphone, puisque le Fire avait été un échec total. Un échec cuisant. L'idée, c'est de se mettre avec des terminaux qui entourent le smartphone et tous équipés d'Alexa pour créer un écosystème indépendant du smartphone, mais en même temps lié au smartphone. Et donc, ça permet de remettre un pied dans la porte pour Amazon sur ce qu'on appelle le wearable computing, c'est-à-dire
je sais pas comment on traduirait ça en français, mais c'est les ordinateurs, c'est les composants portés ou portables. Donc il y a aussi des lunettes qu'ils ont présentées, donc des écouteurs. Donc ils essaient d'arriver, et les bagues dont parlait Christopher, donc ils arrivent sur tous les domaines d'objets connectés reliés au smartphone pour essayer de capter un maximum de données. Donc on voit quand même que Amazon prend vraiment une empreinte assez forte dans le hardware. Bien plus que ce sur quoi on pouvait imaginer au départ, et surtout essaie de monter en gamme, comme le disait Christopher, avec des enceintes beaucoup plus chères, avec une qualité de son beaucoup plus élevée, puisque là on arrive sur du RAW, du brut quasiment, en termes de fichiers d'écoute. Donc on voit que Amazon ne fait pas simplement des produits haut de gamme, mais essaye aussi de monter. Ouais, puis en parlant du prix, beaucoup plus cher, oui et non, parce que si tu regardes l'Amazon Echo Studio, 199 €, on reste quand même bien moins cher que le HomePod. Alors j'ai plus le prix en tête, mais qui est à c'est au moins 350. Ouais. Donc, et un Sonos, les Sonos, on sait que il n'y a rien en dessous de 400 € à peu près dans cette gamme de rendu audio. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais, Emmanuel, effectivement, Amazon, il veut créer un maillage, encercler un peu tous ses utilisateurs avec des services, des produits. Et d'ailleurs, ils ont présenté aussi hier des routeurs Wi-Fi pour la maison, routeurs/répétiteurs qu'on met dans la maison. Et évidemment, le but, c'est quoi ? On se dit, mais c'est quoi le but d'Amazon pourquoi avec des routeurs Wi-Fi ? Routeur Wi-Fi égale application, où je vais pouvoir les paramétrer. Application égale création d'un compte Amazon. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ça permet à tous ces objets connectés dans la maison de mieux fonctionner. Parce que si vous avez un Echo qui est dans la salle de bain et que le Wi-Fi ne passe pas bien, il ne va pas bien marcher. Alors que si vous couvrez bien le Wi-Fi, c'est plutôt malin de la part d'Amazon de se dire, voilà, on va mettre un bon Wi-Fi à la maison pour que tous nos objets marchent, puissent mieux nous écouter encore. C'est exactement ce que fait Google aussi, qui a aussi ses propres répétiteurs Wi-Fi. Mais quand on réfléchit, on se rend compte que tout ça n'est jamais innocent. L'idée, c'est que ça soit lié derrière sur un compte Prime. Parce que c'est ça l'idée pour eux, c'est d'augmenter la base installée des abonnés à Prime, donc la livraison rapide. On enchaîne avec Free qui bien surpris tout le monde. Alors on savait que c'était un peu dans les tuyaux, parce que je crois qu'ils avaient même une obligation réglementaire de sortir ce type d'appareil, mais voilà, ça y est, c'est arrivé. Free lance sa box 4G. Oui, lance sa box 4G+, même. C'était le dernier opérateur à ne pas proposer de ce type de produit, donc c'est fait depuis hier, donc avec une box 4G+, qui promet des débits supérieurs à ceux des autres opérateurs qui ont des solutions similaires. On se parle de 260 mégabits en download en 4G+, et jusqu'à 50 mégabits en upload, ce qui est plutôt pas mal sur du réseau 4G+. Bon, les autres opérateurs derrière sont pas très loin de ça, mais de manière assez logique, comme c'est des boîtiers de la génération de dernière génération, les débits sont un peu moins élevés. Voilà, que dire de plus ? Le tarif, 29,99 € par mois chez Free, c'est un tarif qui est très abordable par rapport à ce que fait la concurrence. 42,99 € chez Bouygues, 36,99 € chez Orange et 35 € chez SFR. Donc c'est l'offre la plus abordable du marché. À qui Alors il y a 250 gigas de data. Et 250 gigas de data, c'est très important. C'est important, c'est-à-dire que voilà, au-dessus de 250 gigas, vous allez avoir un débit réduit, ce qui n'est pas le cas par exemple chez Bouygues, qui propose une offre un peu supérieure, mais qui est aussi, elle, illimitée. Et avec les appels aussi illimités. Dans l'offre de Free, il n'y a pas les appels. Je vous invite à aller sur 01net.com. On a comparé vraiment les 4 offres du marché avec ce qu'intègrent à chaque fois les forfaits. Qui est éligible à cette offre ? Pas tout le monde. Et pour être éligible à cette offre, il faut être dans une zone qui n'est couverte ni par la fibre, ni par la DSL, et dans une zone qui est couverte en 4G+, de Free. Donc je pense que ça ne doit pas concerner énormément de personnes en France, parce qu'il faut que ce soit de la 4G+, en zone rurale, où il n'y a pas ni la DSL ni la fibre. Ou alors un ADSL faible. Ou un ADSL, voilà, qui soit quand on est en bout de ligne. Et si on capte encore la 4G de Free, ça peut avoir. Ce qui est marrant, c'est que ça fait partie d'une offre des offres mobiles de Free et non pas des offres fixes. C'est étonnant. Donc, si vous voulez plus de renseignements là-dessus, il faut aller vers les donc, offres mobiles. Donc, pas de télé, pas de services associés. Enfin voilà, vous avez 250 gigas, vous en faites ce que vous voulez, et voilà quoi. Emmanuel, oui, donc Free rattrape un peu le wagon de ces box 4G qui se généralisent un peu. Eux qui sont très forts en communication, la communication était plutôt relativement faible sur ce type d'offre. D'une part parce qu'ils arrivent effectivement, comme le disait Christopher, à la fin du processus qui avait été ouvert par Bouygues Telecom, ils ont été les premiers à pousser ce type d'offre. Il y a 2 ans au minimum, je exactement, crois. Et qui aussi s'inscrit dans ce qu'on appelle le New Deal des opérateurs télécoms, c'est-à-dire de
couvrir le maximum en 3G, 4G la population française, notamment dans les zones où il y a peu de population, parce que là c'est coûteux et il n'y a pas vraiment de modèle économique parce qu'il y a peu de gens qui s'y abonnent. Donc c'est une obligation maintenant sur lesquelles les opérateurs se sont engagés, en même temps que la 5G qui arrive, donc ça leur fait double coût de déploiement pour les opérateurs, donc en ce moment qui font un petit peu la tête, puisqu'il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table. Et effectivement, c'est une obligation légale aussi. Donc Free le fait après tout le monde, s'accorde avec la loi après tout le monde, alors que par ailleurs, ils ont quand même tellement d'autres chantiers, notamment en Italie, etc. Donc on comprend que pour Free, c'était pas forcément prioritaire, mais en même temps, ils étaient obligés de le faire. Donc ils arrivent la dernière avec une offre... je laisse le soin à chacun de juger si elle est séduisante ou pas. Oui, après, il faut savoir que Free a la moins bonne couverture 4G des autres opérateurs. Donc elle se repose encore en partie sur l'infrastructure Orange, en plus. Voilà. Donc plus vous consommez chez Free dans des zones peu denses, généralement, plus vous consommez chez Orange, et donc ça coûte cher à Free. Avec des débits qui sont loin de ceux des 260 mégabits. Donc, on parle de 150 mégabits en débit accessible avec cette box. On enchaîne avec, pour terminer, cette annonce qui est un peu B2B, on va dire, mais qui nous intéresse tous parce qu'on consulte tous Google, forcément au quotidien, et peut-être tout comme nous, vous consultez Google News. Et en fait, Google a annoncé pas mal de choses assez étonnantes concernant Google, à la fois Emmanuel et Chris. Alors je sais pas qui veut ouvrir le bal, peut-être. Emmanuel, vas-y. Et après, tu pourras peut-être donner ton avis aussi, Chris, oui. puisque tu es directeur de la rédaction de 01, donc ça a du sens. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? En fait, Google a fait ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire a fait du Google comme ils l'ont fait par le passé dans d'autres pays, c'est-à-dire que les éditeurs de presse demandent à être rémunérés sur l'effet qu'il y ait ce qu'on appelle les snippets, c'est-à-dire, c'est les titres des articles avec les premières phrases et une photo. Donc les éditeurs de presse en Europe ont dit non, ça suffit, il faut nous rémunérer. Pour qu'on comprenne bien, je tape, je sais pas moi, Xiaomi, et je vais avoir sur Google des titres d'actualité qui vont arriver juste en dessous. Voilà, donc ceux de 01net par exemple, ou ceux de l'Express. Pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qui change là ? C'est-à-dire qu'il y aura moins d'informations qu'auparavant. Voilà, Google a dit on vous déréférence pas, on ne vous paye pas, mais on ne vous déréférence pas. On mettra simplement le titre, pas de photo, et éventuellement un petit descriptif de ce qu'il y a dans le papier, mais c'est tout. Et si vous voulez plus, c'est quoi, vous les chapeaux, éditeurs, comme on dit dans le... même pas le chapeau, je crois. En fait, ça va être des informations similaires à ce que vous retrouvez dans les résultats du search de Google, c'est-à-dire le titre de la page, qui chez nous éditeurs de presse, c'est souvent le titre de l'article, et les premiers caractères du papier, la description, qui seront les premiers caractères du chapeau. Du chapeau, c'est ce qui est sous l'article. Ouais. Alors, sous-jacent, il y avait cette volonté de la part des éditeurs de presse de se faire payer par Google. C'est ça. Donc Google leur dit, c'est bien sympa, mais non. Non. Voilà. On ne vous paye pas. Et vous devez même nous remercier, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. C'est-à-dire que pendant la conférence de presse, le monsieur Google News a dit, non seulement on ne va pas vous payer, mais vous devriez nous remercier parce que grâce à nous, vous gagnez de l'argent. On vous apporte du trafic. Et donc, des revenus publicitaires supplémentaires. Donc, après, l'éditeur a le choix. Il peut remettre, s'il le souhaite, une photo et remettre un descriptif un peu plus important de l'article. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas de lieu à rémunération et il devra le dire à Google, je refuse toute rémunération, mais je reviens au système précédent, c'est-à-dire ce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc on sait que comme la presse va mal, tout le monde va choisir la première solution en fait. Il y a des chances, parce que la presse ne va pas se couper une jambe et réduire de moitié ou d'un tiers son trafic en tout cas. D'accord. On sait, Chris, ce que représente le trafic qu'amène Google News. Ça dépend des sites, mais... c'est anodin, c'est puissant. Non, ça dépend beaucoup des sites. Sur 01net.com, où effectivement on a un lectorat qui est quand même très connecté, très équipé en outils numériques. Google est un apporteur incontournable et majoritaire d'audience pour 01, mais pas que sur la partie news, aussi sur tout ce qu'on fait en termes de tests, de comparatifs, donc pas uniquement dans Google News, mais aussi dans le search. Oui, c'est vrai que si par exemple vous écrivez iPhone sur Google, 01 monte très vite en fait dans les résultats des moteurs de recherche. Je peux pas donner ici la part d'audience de Google News, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Google modifie une micro-virgule dans Google News, on le voit directement dans nos audiences le lendemain matin. Donc ça a un impact important, économique bien sûr, mais aussi dans notre mission éditoriale qui est de rendre nos contenus accessibles au plus grand nombre. Donc Google News est un outil pour nous important. Et c'est sûr que Google, comme avec d'autres secteurs économiques, a créé une sorte de dépendance bien sûr. Avec les éditeurs de presse, comme avec les éditeurs de la comparaison de prix sur Internet, de la photo, de la vidéo, bref. Et cette hégémonie est régulièrement discutée et remise en cause par la Commission européenne aussi. Et la presse ne fait pas exception à cette situation.
Voilà pour cette histoire, alors qui est un peu, qui concerne, on va dire, la presse, mais qui était intéressante de vous faire partager, parce que mine de rien, on est tous concernés quand on va sur Google. Voilà, à moins que vous alliez sur Quant, mais bon, ça c'est. Non, après, il y a des alternatives. Il y a Apple News, il y a Facebook. Voilà. Maintenant, il y a d'autres vecteurs aussi de trafic. Twitter aussi, notamment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Christopher Simonelli, le directeur de la rédaction de zeronet.com, et merci à Emmanuel Paquet de l'Express, bien sûr, l'Express version papier et version sur le web aussi. Partout. Et les applis. Anywhere, any device. Waouh, formidable. Merci de nous avoir suivis. Ce De quoi je me mêle est terminé. Que vous nous ayez écouté donc sur rmc.fr ou vu sur zeronet.com ou sur la chaîne YouTube de Zeronet TV. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et rendez-vous vendredi prochain plus précisément. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.